Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au programme de la chaîne africaine de télévision et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Franc-Parler. L'émission Franc-Parler reçoit cette semaine M. David Moyenga. Il est ingénieur en eau, il est enseignant en écotoxicologie, il est ancien député de la transition de 2015. Il est aussi le président du Socle citoyen pour la libération. M. David Moyenga a bien voulu répondre à notre invitation. Monsieur Moyenga, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de répondre à mon invitation pour cette émission Franc-Parler. Avec vous, nous allons essentiellement parler donc du coup d'État du MPSR au Burkina. Nous parlerons également de la transition en cours au Burkina. Nous parlerons aussi de la transition de 2015, dont vous étiez député donc du CNT, et nous évoquerons la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et si le temps nous permet, nous allons donc aborder des questions d'ordre politique dans cette émission. Une fois de plus, merci de répondre à mon invitation. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi pour votre fidélité à cette émission Franc-Parler. Alors, Monsieur David Moyenga, dites-nous, le 24 janvier 2022, les militaires ont fait irruption à la télévision nationale pour annoncer un coup d'État. Il s'agit donc d'un coup d'arrêt au régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, vous étiez certainement au Burkina à l'annonce de ce coup d'État. Alors, comment est-ce que vous l'avez accueilli? Est-ce que c'était la meilleure solution à un vrai problème que nous connaissions tous? Bon, vous savez, le coup d'État est toujours un phénomène anachronique en ce qui concerne le fonctionnement normal d'institutions, en tout cas dites démocratiques. Oui. Et cependant, beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la gestion de l'État, le dysfonctionnement de notre modèle même de choix, c'est-à-dire l'élection, qui est un des éléments piliers de la démocratie. Oui. Et puis la gouvernance, la gestion, voilà, des problèmes quotidiens des gens, les questions de sécurité, les questions liées par exemple à la gestion la question de justice sociale, Oui. l'accès des populations aux services sociaux de base et les libertés publiques, et ainsi de suite. Et vous voyez, même en ce qui concerne la répartition de la ressource et des richesses nationales, les ressources naturelles même du pays. Oui. Quand la gestion de tout ça connaît, je dirais, un chaos, un dysfonctionnement, voire une monopolisation, ce sont des crises qui peuvent provoquer véritablement des situations comme ce qui nous est arrivé ici le 24 janvier dernier. Voilà, et ce n'est pas une première. Hein. Oui, c'est pas une première. Voilà, l'histoire du Burkina Faso d'ailleurs montre que finalement les coups d'État sont plus réguliers que les élections qui amènent les gens au pouvoir. Absolument. Donc du coup, ça veut dire, et à chaque fois, en amont d'une élection, c'est quoi? C'est d'abord des constats de gabégie, de prédation, des régimes qui sont traités même quelquefois de dilapidation des ressources depuis Maurice Yamerogo jusqu'à maintenant. Oui. Et ce sont ces phénomènes-là qui ont toujours occasionné les coups d'État. Donc vous comprenez que de ce point de vue, ce coup d'État, sans dire qu'il était un coup d'État normal ou salvateur, mais ça reste l'espoir sur lequel les populations, sans espoir, malheureusement, s'appuient pour espérer. Voilà. Et peut-être une nouvelle évolution beaucoup plus meilleure de leur situation. D'accord, on va revenir sur ça, oui, on va revenir sur ça, mais vous l'avez évoqué, depuis 1960, date d'indépendance du Burkina, on n'a pas encore connu un régime démocratiquement élu qui passe donc le flambeau à un autre régime démocratiquement élu, parlant donc des chefs d'État. Est-ce que c'est un bon signal pour la démocratie? Non, justement, mais ça dit que la démocratie elle-même est en crise. C'est ce que ça signifie. Puisque, en principe, la démocratie devait permettre d'abord un bon choix des citoyens selon des modes. Mais il n'y a pas que le choix. Il y a la gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens estiment qu'ils profitent de la démocratie à différents niveaux? Le Burkina, c'est un pays où vous avez plus de 46 voire 47% de la population qui vit avec moins de 500 francs par jour. La pauvreté voilà le résultat de la démocratie. Nous ne sommes pas quand même un pays pauvre. Nous sommes un pays appauvri. Voilà, de par la gestion, la gouvernance. Et surtout par une élite dirigeante prédatrice, accumulatrice, qui aujourd'hui là crée ce qu'on appelle effectivement des situations à la fois de gabégie, mais et de crises prolongées, de ruine de l'État et de faillite des institutions.
Et ce qui reste à un moment donné, ça n'est que la turbulence, les réactions violentes, les révoltes, les insurrections qui ont traversé presque toute l'Afrique, jusqu'à l'Afrique même subsaharienne, l'Afrique arabe, jusqu'à... C'est cette ébullition qui est là. Ça veut dire quoi? Nous sommes à la recherche d'un système démocratique différent, c'est-à-dire le renouveau démocratique qui est recherché. Et ça, c'est bon de le préciser. Le modèle démocratique qui est en cours là, il y a un adjectif qu'on n'ajoute pas, c'est la démocratie libérale, comme mode de choix et comme mode de fonctionnement des institutions depuis le discours de la Baule en 1990, qui a été vendu comme l'idéologie qui allait permettre à nos sociétés-là de se développer, de faire des choix, d'avoir la liberté, et que c'était meilleur par rapport au système qui existait d'alors. Est-ce que ça a été un choix erroné d'après vous, cette démocratie libérale qui ne ça n'a même pas été un choix, ça a été une imposition à caractère néocolonial. Et qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui avec le temps? Est-ce que son application, c'est un échec? C'est un échec de la démocratie libérale élective et en même temps le discours de la Baule qui nous a en fait aujourd'hui greffé ça à un moment donné. Maintenant, quel devait être le mode démocratique qui devait faire l'objet du choix? Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ce mode n'a pas été encore véritablement conceptualisé. Et c'est ça qui devait être le travail de l'élite africaine, des acteurs politiques africains, de créer des systèmes qui permettent véritablement de gérer nos sociétés en respectant nos valeurs, par exemple, la solidarité, l'humanité, le partage. Tout ça, c'est des valeurs là, mais ça, ce modèle-là n'entraîne pas tout cela. D'accord. Alors, je voudrais que l'on revienne sur le cas spécifique du Burkina Faso, ce qui nous intéresse donc le plus. Il y a eu justement ce coup d'État. Après le coup d'État, on a assisté à une forme donc de silence généralisé. Il n'y a pas eu donc de manifestation contre le coup d'État comme ce que l'on a connu en 2015, lorsqu'il y a eu effectivement un autre coup d'arrêt à la transition de 2015. Alors, comment est-ce que vous expliquez effectivement ce silence un peu généralisé des acteurs politiques, de la société civile? On a eu l'impression que le Burkina tout entier a accompagné ce putsch, ce qui est d'ailleurs donc antidémocratique, vous l'avez dit. Bien sûr, parce que tous les acteurs politiques étaient conscients de l'échec et du degré d'échec politique en fait du régime qui a chuté. Ça, c'était clair. Et que il était mu par l'impuissance et à un moment donné par l'arrogance, mais un régime qui n'a pas perdu que le pouvoir, mais qui a emporté avec lui un certain nombre d'acquis issus de l'insurrection populaire qui sont des acquis importants. En matière quand même de, par exemple, l'esprit démocratique des Burkinabés et du respect d'un certain nombre de valeurs. Regardez le rejet du coup d'État de 2015. Mais c'est les Burkinabés qui ont rejeté ça parce qu'ils ne voulaient pas de coup d'État. Mais il voulait, par exemple, qu'il y ait une amélioration de la gouvernance vertueuse, que les institutions fonctionnent plus de façon démocratique, que, par exemple, les situations sociales, économiques s'améliorent, qu'il y ait plus de partage, par exemple, dans la menthe minière et tout ce qu'il y a. Mais c'était ça, le débat de l'époque. Mais aujourd'hui, le régime qui a suivi, là, mais il a liquidé tout ça. Jusqu'à même, finalement, amener les populations à poser l'acte contraire, à applaudir même un coup d'État. C'est ce qu'on a vu, effectivement, le 24 janvier 2022. Justement. Alors, le MPSR qui a donc pris le pouvoir a évoqué la question sécuritaire pour justifier l'initiative de ce coup d'État. Et on sait effectivement que nous étions dans une situation assez compliquée avec le drame d'Inata qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce que vous pensez que ça justifie effectivement le fait que les Burkinabés aient accompagné ce coup d'État parce qu'on était quand même dos. J'en arrivais justement, puisque le degré, j'allais dire, d'effondrement du modèle de notre système sécuritaire était tel que plus personne ne voyait aucun espoir. Et le tribut lourd au plan humain, il était véritablement insupportable. Et dès lors, beaucoup d'acteurs quand même disaient déjà qu'il n'y avait plus d'issue politique et que ce qui restait peut-être, il s'agissait de faire une transition politique en trouvant d'autres moyens, sinon le régime était devenu tellement impopulaire qu'il ne pouvait plus remobiliser les Burkinabés autour de cette question. Nous faisons partie de ceux qui pensaient comme ça, mais comme le pouvoir et la grippe à la peau, les gens ont trouvé que peut-être en faisant un gouvernement resserré, on pouvait rejeter les bases et ça n'a même pas marché. 45 jours. Mais d'autre part, le coup d'État aussi intervient à cause de l'échec de l'ensemble de la classe politique
qui, après une élection pratiquement, nous dirons, qui est une mascarade, mais masquée, où il y a même eu contestation politique de l'opposition, mais qui a été étouffée. Ouais. Et ensuite, mais toute l'opposition, malgré ce dysfonctionnement et cette irrégularité, a préféré tous s'aligner dans la majorité, c'est-à-dire créer une sorte d'hypertrophie politique au niveau de la majorité, bon gré mal gré, toutes les figures, tous les deux chefs de file de l'opposition, presque tout, on avait plus d'une centaine et quelques de partis tous qui étaient de la majorité présidentielle, sans tête ni queue, sans vision idéologique commune, sans même valeur commune, sans origine. Mais attendez. En principe, théoriquement, cela devrait renforcer la majorité, mais ça a créé l'effet contraire. Justement, parce que tout simplement, la solidité d'un pouvoir, là, c'est sa cohérence politique et la contribution véritablement d'acteurs qui ont du jus politique, qui ont de l'engagement politique, là. C'est ça qui peut orienter un régime. Mais ce regroupement-là, c'était quoi? C'était une massification tout simplement autour des arcades d'un pouvoir. Et du reste, vous avez vu que quand il y a eu le coup d'État, les premiers même qui ont commencé à renier le pouvoir central, ils revenaient même encore de la majorité. Et aujourd'hui, le ramdam continue. Absolument, avec cette émission dont on va parler donc dans le courant de cette émission. Alors, le coup d'État donc intervenu au Burkina, on est tenté de dire que c'est l'un des coups d'État les plus faciles dans l'histoire de l'Afrique parce qu'il n'y a pas eu cette contestation après le putsch. Alors, que dit de la réaction de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle appartient le Burkina, qui a donc procédé à la suspension de notre pays et il y a effectivement des menaces de sanctions qui courent toujours. Comment est-ce que vous réagissez à cela? La CEDEAO est dans une position, je dirais, du service minimum juste pour la morale par rapport à ses propres textes et engagements. Sinon, la CEDEAO elle-même est déphasée dans ce processus qui n'est pas seulement burkinabé, mais qui est une révolte même pratiquement de tous les peuples face à un système politique qui met des gens au pouvoir qui ne sont pas forcément compétents et qui n'arrivent pas à faire face aux préoccupations des gens, mais des acteurs politiques qui arrivent au pouvoir et qui sont soutenus systématiquement, reconnus systématiquement par exemple, les instances sous-régionales qui viennent valider les élections sans relever les erreurs. Par exemple, quand une élection connaît par exemple une sorte de fraude massive. D'irrégularité dénoncée. Mais la CEDEAO reconnaît que oui, en dehors de quelques. Sinon, tout s'est déroulé normalement. Ça, c'est la formule consacrée qui est connue. Absolument. Bon, ensuite, la CEDEAO, quand il y a une modification constitutionnelle à visée présidentialiste uniquement, juste pour prolonger le mandat pour un troisième, énième, quatrième, cinquième mandat, la CEDEAO ne dit rien. Mais dans ce cas, vous voyez que quand les peuples eux-mêmes essayent de lutter, de se sacrifier pour faire fonctionner, provoquer l'alternance qui est normalement le principe démocratique là, mais quand la CEDEAO vient pour condamner ça, la CEDEAO se retrouve en porte-à-faux avec la vision des masses populaires. C'est là où la CEDEAO est en déphasage avec les évolutions et elle a intérêt à se rattraper, à se refonder, à prendre le dispositif dans ses chartes sur le respect de la démocratie. Et alors, comment est-ce que cela est possible d'après vous? Est-ce qu'il faut revoir tous les textes de la CEDEAO? Est-ce qu'il faut faire, si vous voulez, les états généraux de cette communauté internationale? Je pense que c'est devenu une réforme nécessaire. Par exemple, pour le respect des élections. Si un des leurs ne respecte pas les modalités normales, par exemple, d'accession au pouvoir, mais il faut le condamner, il faut le mettre à l'écart comme on essaie de le faire pour, dit-on, des régimes qui sont arrivés par des coups d'État. Pourquoi on ne le fait pas? Si, par exemple, un des leurs, dans une gouvernance, en arrive à dilapider ou bien à monopoliser, à créer véritablement une catastrophe dans son pays, si la CEDEAO ne lève pas les doigts et vient quand même en soutien à ce dernier, je pense que dans ce cas de figure-là, ça ne peut pas aller. Donc, il faut refonder. Vous voulez parler d'un troisième mandat? Non, par exemple, le troisième mandat. Qui sont contestés par la population. Mais il faut relever ça, puisque c'est la source même des coups d'État. La preuve, après la CEDEAO court après maintenant, pour chercher soit à concilier des forces, ou à tenter de... Et ça devient infernal. Donc, à mon avis, c'est ce qui doit être fait. Et rappelez-vous, depuis la transition de 2014-15 déjà, n'oubliez pas que la CEDEAO est venue, c'était la même chose. Et la CEDEAO a d'abord voulu rejeter
les représentants qui sont venus après, effectivement, l'insurrection populaire. Mais à la fin, en analysant, s'est rendu compte que, mais est-ce qu'il pouvait vraiment condamner une insurrection populaire? Ça serait trop hasardeux. Absolument. Ça veut dire que la CEDEAO doit forcément revoir ses grilles d'appréciation des situations politiques en Afrique. Et je crois même que les patriotes, les panafricanistes, les militants de la démocratie véritable, les peuples de façon générale, sont en avance sur la CEDEAO qui intervient maintenant comme une force de maintien de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre des pouvoirs anciens pourris qui ne peuvent plus aujourd'hui apporter du renouveau dans les différents pays. Ils jouent en fait le rôle de policier. Et ça, il y aura affrontement avec les masses populaires un peu partout. Et vous voyez que ce n'est pas seulement au Burkina. Il n'y a pas que le Burkina. Vous avez vu au Mali, vous avez vu également en Guinée, oui. Ou de plus en plus même, on renvoie même de façon, j'allais dire, banale, les représentants de la CEDEAO. Qui n'a pas bonne presse. Qui n'a pas bonne presse. Alors, parlant justement de la CEDEAO, il y a eu cette rencontre vendredi dernier à Accra, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, une rencontre au cours de laquelle des menaces de sanctions ont été prononcées contre le Burkina. La CEDEAO n'est pas d'accord avec la durée de la transition. Elle exige également la remise en liberté de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est toujours donc en résidence surveillée jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission. Alors, comment est-ce que vous réagissez justement à ces menaces de sanctions? Oui, mais en fait, justement... Est-ce que c'est justifié? Non, ces sanctions, en réalité, apparaissent aux yeux de tous, au niveau d'abord, par exemple, des autorités qui ont pris le pouvoir, aux yeux des populations, voilà, des pays membres, notamment dans le cas du Burkina. Ça apparaît comme si la CEDEAO venait au secours à un des leurs. Déjà, ça montre qu'il n'y a pas une osmose entre ces institutions-là et les populations. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ces types de sanctions-là ne sont pas, à mon avis, les plus propices, c'est-à-dire les mieux adaptés. Puisque de toute façon, la réalité du terrain dans les différents pays, c'est que les personnalités qui arrivent au pouvoir, y compris les groupes politiques et autres là, ils cherchent à résoudre l'anomalie politique qui a entraîné, par exemple, en gros, le coup d'État. Par exemple, ils disent au Burkina, c'est quoi? Les gens veulent des changements, en fait, des institutions. Ils veulent qu'on réduise le train de vie de l'État. Ils veulent que la question de la corruption, ils veulent même qu'on aille vers une refondation de l'État. Bon, pour ça, est-ce que la CEDEAO, en prenant les sanctions pour dire qu'il faut donner une durée de ceci, est-ce à dire qu'ils veulent dire non? Nous ne voulons pas qu'on change d'un iota les institutions telles quelles. Il faut les maintenir dans leur état, j'allais dire, de dysfonctionnement et non fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il y a comme s'il y a un élan que la CEDEAO veut stopper dans ces différents pays-là. Donc, du coup, le contenu des transitions en global, quand vous regardez que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée ou au Burkina, vous voyez bien qu'il y a une volonté de refonder les institutions. Exactement. Mais si la transition ne peut pas poser ses actes et qui n'a pas le temps nécessaire de le poser, ça veut dire qu'en gros, on ne pourra pas améliorer la qualité des institutions. Donc, en fait, c'est quand même assez tendancieux. Donc, vous êtes d'accord qu'il faut donner plus de temps aux transitions pour régler un certain nombre de problèmes? Les transitions doivent être des transitions d'objectifs. Et ça, moi, je suis convaincu de ça. Moi, je pense que... Des transitions d'objectifs. Oui, c'est-à-dire que c'est les objectifs à réaliser majeurs qui sont les vraies préoccupations qui vont déterminer la durée de la transition. Mais c'est ça qu'il faut résoudre. Imaginez si on ne résout pas la question du code électoral. On ne résout pas la question du mode de choix. On laisse notre dispositif électoral de cette manière-là. Pour reprendre, si vous voulez, les élections ultérieurement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retomber dans les mêmes erreurs. Mais on va reconduire les mêmes, j'allais dire, déraillements, sinon dérapages. Donc finalement, ça ne va pas nous amener loin. Deuxièmement, imaginez par exemple que le système de la corruption, qui est devenu même le problème même, c'est le sida même de la démocratie et de la société aujourd'hui. Ah bon? Oui. C'est pour paraphraser un peu le professeur Joseph Kizerbo, qui disait que l'impunité, c'est le sida de la démocratie. Et c'est la même chose aujourd'hui, la question de la corruption. D'accord. Donc, comment on peut sortir d'une transition sans vouloir chercher des solutions idoines, institutionnelles, applicatives, efficaces pour résoudre cette question-là? Ça pose un problème. Voilà. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas aller plus loin, mais attention, tout ce dysfonctionnement, que ce soit au niveau du choix, que ce soit au niveau de la corruption, ça contribue au pillage des ressources
qui a pour conséquence, justement, la marginalisation de beaucoup de populations et voire le dysfonctionnement même de l'État. Et au-delà même, ça amène des gens à ne même plus se reconnaître à notre pays. Dans l'État. Ça, c'est des conséquences indirectes que peut-être on ne perçoit pas. D'accord. Alors, je voudrais que l'on évolue dans cette émission. Parlant toujours de transition au Burkina Faso, le président Damiba a rencontré, dès les premières heures de sa prise de pouvoir, la classe politique burkinabé. Il a été donc demandé aux leaders politiques de mettre entre parenthèses leur activisme politique le temps de la transition. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette décision du président Damiba? Bon, écoutez... Est-ce que c'était bien, c'était juste et pertinent? Moi, j'ai trouvé ça peut-être que... Bon, eux, ils sont des militaires. Oui. Donc, ils se disent certainement que la gestion de la transition, bon, ne devrait pas trop flirter avec... l'activité politique qui, elle, est certainement turbulente et elle peut créer, si vous voulez, un peu, voilà, de l'agitation. Elle peut perturber la transition. Et perturber la transition. Oui. Mais en même temps, je crains fort que cela ne puisse pas être véritablement très efficace comme méthode politique. Moi, j'aurais aimé que plutôt des politiques, des acteurs qui croient à la vision de cette transition, à la refondation et à la rupture, que ces acteurs-là prennent force à l'intérieur de la transition, qu'ils soient politiques, qu'ils soient civils, qu'ils soient des chercheurs, des technocrates et autres. Mais si vous croyez à la rupture, c'est-à-dire que c'est votre période d'action favorable qui a sonné. Donc, en fait, vous pouvez maintenant, ça peut être l'occasion véritablement de faire avancer, voilà, nos idées pendant cette période-là. C'était mieux que de dire aux autres, peut-être de ne pas mener l'animation politique, alors même qu'une transition, c'est une belle période d'animation aussi politique, puisqu'il faut faire des réformes et tout ce qu'il y a. Je comprends bien, en fait, l'esprit peut-être c'est la neutralité politique qu'on veut quelque part, mais tout cela, ça se mène dans les institutions en tant que telles. Donc moi je trouve que cette mesure-là, bon, sa gestion peut être difficile. Vous avez déjà vu ces derniers temps, des échauffourées avec certains acteurs politiques parce qu'il y a eu des conférences de presse, il y a eu des interpellations. Voilà. Comment doser le degré d'activisme politique qui est excédentaire ou qui est à la normale à l'heure actuelle? Vous voyez, ça c'est un peu compliqué. Ça n'a pas été défini. Alors, c'était bon de permettre à des acteurs qui ont la volonté et de la rupture là, d'être aux premières lignes et d'animer les institutions de la transition. En fait, dans la transition passée quelque part, il y a eu cela. Parce que, vous avez vu, comme c'était une insurrection populaire, les gens ont quitté la rue et ils ont pris d'assaut les instances de la transition et ils l'ont défendu. Vous avez vu que même quand il y a eu le coup d'État, mais toutes les institutions étaient en résistance. Exactement. Parce qu'ils avaient foi à leur insurrection, ils la défendaient et il n'y a pas mieux qu'un insurgé pour défendre une insurrection ou son insurrection. Voilà. Donc je pense qu'il fallait peut-être gérer les choses comme ça, beaucoup plus simplement et plus, j'allais dire, avec cohérence. Et je pense que c'était peut-être la meilleure approche. Alors, la première victime de cette mesure du président Damiba, eh bien, le président du mouvement du peuple pour le progrès, Alassane Bala Sakandé, qui, après une conférence de presse animée le 24 mars 2022, a été interpellé par la gendarmerie. C'était dimanche dernier. Il a été auditionné toute la journée puis remis en liberté. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cela? Beaucoup de gens ont pensé quand même que c'était excessif et que ça tirait vers le bas les questions de liberté, de liberté donc d'expression au Burkina ou des libertés tout court. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Bon, moi, je trouve que ces acteurs doivent rendre des comptes au peuple burkinabé sur leur gestion quand même. De quels acteurs? Maintenant, je vais dire, le MPP est voilà, en priorité son président et bien d'autres qui ont animé des institutions de la République via ce parti. Je pense qu'ils doivent rendre compte, mais l'approche, de quelle manière? Je ne crois pas que ce soit sur le terrain de la liberté. Je ne crois pas que ce soit sur le terrain de l'expression politique. Je ne crois pas que c'est ça. Parce que sur ce débat-là, beaucoup d'acteurs sont capables de monter haut le débat que ces acteurs MPP ne peuvent pas. Ça, c'est clair. C'est parce qu'ils étaient au pouvoir. Sinon, il y a beaucoup d'acteurs qui sont avertis de la gestion politique, du débat, et qui sont au-dessus. Donc, il n'y a pas de panique à cela. Et puis, il ne faut pas aussi céder à des provocations. Je crois que les gens ont perdu le pouvoir et ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau des gens, effectivement,
qui ont perdu le pouvoir. Donc, ils se retrouvent quelquefois même en train de faire de la provocation. Et donc, pour moi, sur les espaces de liberté, je crois qu'il y a eu un effort et des sacrifices énormes dans un pays comme le Burkina Faso pour ouvrir ces espaces de liberté. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des bagarres où vous allez vous engloutir avec tout le monde. Pour moi, ils ont des comptes à rendre et de façon officielle, méthodique. Et à travers des démarches qui existent dans ce pays-là, voilà, ils peuvent rendre des comptes, comme on dit, devant le peuple et devant même les institutions. Ouais. Donc pour moi, c'est une question d'approche. Et je trouve que, bon, ce genre d'interpellation, ça nous fait un brouhaha, ça fait perdre du temps. Et je trouve que c'est des ratés. C'est des ratés qu'il faut en fait contourner. Alors, Monsieur David Moyenga, c'est vrai que vous n'êtes pas juriste, même si vous vous intéressez beaucoup au droit. On a donc apporté cette précision avant l'entame de cette émission. Mais comment est-ce que vous réagissez aux actes posés par le Conseil constitutionnel du Burkina, qui a tenté donc d'envelopper le coup d'État du MPSR d'un drap de légalité à travers donc sa cérémonie de prestation de serment, de cérémonie d'investiture également? Non, là encore, c'est le même type de raté. Sinon, je vais dire que les conseils constitutionnels ont toujours su héberger des petites constitutions dans la constitution elle-même pour permettre en fait un fonctionnement, je dirais, à peu près normal. Parce que quand vous prenez la charte d'une transition, la charte, ce n'est pas la constitution. Absolument. Mais la charte, c'est une entente entre des acteurs dans une situation exceptionnelle pour mettre en place des institutions et fonctionner assez légalement en respectant quand même les fondamentaux de l'état de droit. Par conséquent, même une charte n'est pas une situation normale, mais c'est une situation, comme on dit, transitoire. Mais je crois que le modèle d'une charte est beaucoup plus meilleur, plus facile à gérer. La preuve, la charte de 2014, les acteurs se sont retrouvés, il y avait les OSC, les partis politiques, et dans une ambiance vraiment d'un débat contradictoire. Les gens sont arrivés à trouver un terrain d'entente et à mettre en place une transition. Moi, je préfère ça que, par exemple, en tout cas, dans l'approche du MPSR, ils ont d'abord mis en place une commission technique. Non, même un acte fondamental d'abord, qui définit les MPSR et qui définit comment les institutions doivent fonctionner. Pour après revenir en arrière, remettre une charte. Je crois que ce genre de mouvement va-et-vient là, ça ouvre des brèches. Je crois que c'est cette brèche que le professeur de droit, Soma, il a effectivement évoqué. Et quelque part, ça met quand même en gêne les institutions et ça peut dérouter l'image quand même du Conseil constitutionnel. Ça, il faut être clair. Donc, c'est une question d'approche. Vous avez vu que finalement, ils étaient obligés de revenir à une charte, dans laquelle charte, maintenant, il fallait abroger maintenant, cette fois-ci, l'acte fondamental et, du coup, reprendre maintenant avec une transition sur charte. On aurait dû aller directement là-bas. Et ça nous aurait peut-être fait gagner encore en temps. Donc, quelque part, c'est des démarrages. Une transition aussi n'est jamais, elle n'est pas linéaire, elle n'est jamais un long fleuve tranquille. D'accord. Donc, on a compris cela. Alors, ça fait plus de 2 mois que le président Damiba est donc au pouvoir après le coup d'État. Comment est-ce que vous appréciez les premiers pas du nouveau régime, notamment par rapport aux objectifs qui ont été présentés pour justifier ce coup d'État? Moi, je crois que vraiment, on est vraiment en début de transition. Et mon appréciation, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Il y a en fait une difficulté quand même de démarrage liée à beaucoup d'objets, d'abord juridiques, constitutionnels. Qui se comprend d'après vous? Qui se comprend parce que ce n'est pas non plus évident. Nous ne sommes pas aux périodes des années 70 où un coup d'État se faisait avec des fanfares. Maintenant, le coup d'État doit aussi pouvoir se conformer à un minimum pour même avoir même une certaine reconnaissance populaire et une acceptation. La preuve, vous voyez que on sait que par exemple, il y a des institutions comme CEDEAO et d'autres qui vont peut-être faire une presse. Et à l'intérieur aussi, il y a les défenseurs de la démocratie et de l'état de droit. Tout à fait. Généralement, pour éviter tous ces fardeaux-là, il faut trouver un minimum. C'est un passe-passe en tant que tel. Voilà, ça, il faut le dire. Donc, cette difficulté-là, ça se ressentit au début. Cependant, moi, je pense que, quand même, il y a eu une mise
au point des institutions de la transition. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, l'Assemblée législative de la transition, elle a été mise en place, c'est un des organes. Oui. Le gouvernement a été formé, c'est un des organes. Oui. Et certainement que nous attendons la commission d'orientation qui va se mettre en place aussi. Et puis, bien sûr, que les choses commencent. Sinon, du point de vue institutionnel, c'est d'abord la mise en place. Mais les institutions n'ont pas commencé à fonctionner. Ouais. Ce que je peux dire, l'enjeu maintenant, à terme, je crois dans quelques jours à semaine, quand ces institutions vont commencer à fonctionner, l'enjeu, c'est l'agenda maintenant de la transition. Voilà. Parce qu'il y a un document qui donne les grandes lignes de quelles sont les réformes, quels sont les actes qu'il faut poser, quel type de gouvernance. Et là, je crois que c'est là où on va commencer à sentir véritablement ce que les Burkinabés attendent. C'est une forme de feuille de route pour les 3 années. Il y a un canevas en tout cas qui est là, qui est l'agenda, fondé sur aussi une charte qui est de valeur, qui est à côté, qui permet de voir qui peut venir, selon quelles conditions. En fait, c'est une sorte de code d'éthique des acteurs animateurs qui doivent être exemplaires. Donc c'est l'exemplarité au sommet de l'État. Bon, maintenant, l'agenda là, c'est ça le vrai enjeu. Est-ce qu'on va cette fois-ci appliquer l'opération main propre? Ah, ça y est dans l'agenda. Quelque part, il y a des dispositions comme ça. Il y a certaines réformes majeures qui sont proposées sur la CENI, sur le modèle électoral. Voilà, sur la lutte contre la corruption, les dispositifs. On a même dit de mettre en place un tribunal spécial. Donc, est-ce que réellement, voilà, ça va être, la bagarre va venir de la mise en place de cela. Et puis, il y a des questions courantes. Les questions courantes, c'est la vie de la nation, c'est le cas des syndicats, les problèmes dans les universités, dans le milieu scolaire, c'est le problème des fonciers, n'oubliez pas que le problème humanitaire qui est posé. Et bien sûr, la fatidique question même, qui est la question de la reconquête du territoire. Donc ça, voilà le menu. D'accord. On a donc vu le menu. Alors, dans cette transition, on parle encore de réconciliation nationale, puisque un ministre d'État a été nommé chargé de la question donc, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Cette question de réconciliation, M. Moyenga, on en parle donc depuis des années. Est-ce que vous pensez que le ministre d'État, Yero Boli, pourra réussir là où les autres ministres avant lui ont à la limite traîné le pas pour réaliser cette question de réconciliation? Non, ça va m'étonner. Ah oui. Parce qu'il est partie prenante d'ailleurs de tout ce qu'il y a eu comme acteurs politiques d'ailleurs incriminés dans la gestion ancienne de notre pays. C'est pourquoi vous voyez dès le départ, moi j'ai estimé que la transition devait mettre de côté un certain nombre d'anciens acteurs. Certains ont dit non, peut-être que vous êtes un peu anti-vieux et anciens. C'est pas ça. Je parle d'acteurs politiques qui ont déjà mis la main dans la gestion, qui ont commis des gaffes, qui ont une certaine responsabilité. Vous ne pouvez pas les reprendre pour refaire, en fait, la justice. De toute façon, la question de la réconciliation, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà 30 ans. Hein, tout à fait. Le débat sur la réconciliation nationale. On n'aboutit pas. C'est passé dans les mains de presque tout le monde. Des technocrates, des politiques, des chefs d'État. Personne n'a pu résoudre cela. Ça veut dire que notre problème n'est pas véritablement, à mon avis, cette forme de réconciliation qu'on est en train... Non, moi je pense qu'aujourd'hui, là, pas me regarder sur le procès du putsch. Le procès a eu lieu jusqu'au bout. Je crois que après les plaidoiries, les choses, comment on appelle ça, le délibéré, il va tomber. Bon, ça c'est notre histoire. C'est aussi une expérience. C'est aussi un projet qui se veut pédagogique pour les acteurs, mais pour l'ensemble de la société. Et c'est notre histoire à prendre en compte. En tant que des acteurs politiques actuellement là, on doit regarder dans ce rétroviseur-là en disant, ah, il faut éviter maintenant l'intervention de la violence politique, afin qu'on n'en arrive pas à ce qu'il y ait chaud. Mais là, c'est après un procès où tous les acteurs sont exprimés. Maintenant, si nous décidons au nom de la paix, au nom véritablement de la réconciliation, bon, on décide de pardonner tout le monde, bon, ça c'est une démarche. Mais faire de la réconciliation nationale un programme politique, vous n'êtes pas d'accord? Moi je trouve que c'est souvent... La preuve, il y en a eu un chef d'opposition qui a été nommé comme ministre de la Réconciliation nationale. M. Zéphirin Diabré. Ça donnait quoi?
Il a été débarqué avec sa réconciliation. Il aurait dû même rester dans l'opposition. N'oubliez pas, à l'époque, il y avait M. Ramou Ouedraogo, qui avait été nommé aussi ministre d'État, ministre de la réconciliation, et celui qui cherchait d'indemniser. Ça n'a pas donné. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, les vraies questions posées par les Burkinabés, là, c'est le changement réel qualitatif. C'est la gouvernance vertueuse, c'est la répartition des ressources, la gestion des inégalités. C'est le fait que les gens puissent avoir accès à l'école, que le logement puisse... C'est le bien-être des gens. Il faut travailler sur ça. Sur la justice maintenant, voilà, il y a la justice sociale, mais il y a la justice elle-même judiciaire, qui est que des gens ont commis des choses, mais il faut purger tout ça, finir, et puis après, on va regarder vers l'avenir. Alors, cela transparaît dans l'allocution du chef de l'État, prononcée le 27 janvier 2022, quelques jours après donc, le coup d'État. Le président Damiba veut s'attaquer, entre autres, à cette question de dépolitisation de l'administration publique burkinabé. Il veut également renforcer la lutte contre la corruption, il veut améliorer la gouvernance, et là transparaît donc dans son discours. Est-ce que vous y croyez, monsieur Moyenga? Oui, en tout cas, moi je pense que moi j'y crois du point de vue d'abord des objectifs. Je trouve que ce sont des objectifs qui sont réellement attendus, et ce sont de bons objectifs. Ça au moins... La population attend cela. La population attend cela. Nous tous nous attendons cela. Maintenant, est-ce que les acteurs du MPSR vont le faire? Le défi est là pour eux. Ils ont le pouvoir d'État, ils ont la gestion, ils ont les ressources à leur disposition, ils ont l'histoire. Ils ont même un grand potentiel produit qui est posé. Je trouve que le travail devrait être facile parce que tout simplement, ça relève maintenant de leur volonté politique. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que c'est un tournant historique pour eux aussi. Et que si ils font l'erreur de ne pas régler les choses pendant qu'il est temps, je pense que l'histoire va les rattraper. Deuxièmement, vous savez pourquoi les Burkinabés n'ont pas dénoncé le coup d'État? En tant que tel, les gens, il n'y a eu que des dénonciations, j'allais dire, dans les poches. Des déclarations. De principe. Sinon, pratiquement, j'ai vu même des acteurs du pouvoir en place qui ont finalement fini par reconnaître. Absolument, Donc, du coup, ça veut dire que, certainement, ce n'est pas un blanc-seing seulement que les gens donnent, c'est parce que les gens se disent qu'il y a un espoir qui peut sortir de là. Moi, je crois que ça, il faut en être conscient. Maintenant, me demander est-ce qu'ils pourront ou ils ne pourront pas, ça dépendra aussi quelque part de nous tous. Parce qu'on est tous assis là. Nous sommes tous des potentiels documentés assis avec les préoccupations de l'histoire de notre pays. Il y a des réformes là. Il faut que ça ait lieu. Et d'autre part, c'est pourquoi c'est 3 ans que les gens... En fait, systématiquement, même, je voyais que tout le monde voyait que la transition devait faire 3 ans, mais pas 1 an. Donc, du coup, ces 3 ans, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour donner du temps aussi à régler toutes ces questions que vous venez d'évoquer. La question de la corruption, la question du système électoral, la question... La dépolitisation de l'administration publique. La dépolitisation de l'administration publique est celle-là même qui est un des éléments majeurs de la désunion et de la fragmentation de l'unité nationale. Parce qu'il brise ce qu'on appelle l'égalité des chances entre les Burkinabés. L'administration publique, comme on le dit, mais c'est un service social ouvert à tous les Burkinabés qui ont des droits d'accès. Ça ne doit pas être la monopolisation d'une petite élite bureaucratique, calculatrice, fondée sur des petits intérêts égoïstes et individualistes. Et malheureusement, c'est cette élite-là qui s'est développée et qui a monopolisé la fonction publique et les institutions étatiques. Depuis des années, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis des années, mais c'est pourquoi il y aura la turbulence. Parce que tant qu'ils ne vont pas s'élever, le calme ne reviendra pas. Donc, je peux dire qu'un des éléments de la stabilité et de la paix au Faso dépend justement de cette dépolitisation qui est un élément de l'égalité des chances. Parce qu'il y a l'administration, mais il n'y a pas que l'administration, même l'accès à un service comme la santé. Mais c'est un droit. L'accès à un service comme l'éducation nationale, envoyer son enfant à l'école. Mais c'est un droit. L'eau potable. L'eau potable. Et même des pistes de route pour aller partout dans le pays où chaque Burkinabé se trouve. Mais ce sont des droits. Mais pourquoi tous ces droits-là, nous les avons oubliés? L'accès de pouvoir profiter des ressources naturelles, à savoir les mines aujourd'hui, qui sont devenus un boom, mais dont les Burkinabés, véritablement, n'en profitent pas. Mais c'est un droit pour les Burkinabés. Mais
Comment se fait-il que tous ces droits-là aient été monopolisés et que les Burkinabés ne les ressentent pas? Mais au nom de quoi un Burkinabé sur tout ce territoire national-là, qui, depuis que le Burkina existe, n'a jamais vu même la lumière, parce qu'il n'a pas eu droit à l'éclairage, même ni public, ni même au niveau, effectivement, privé ou domestique. Ça veut dire quoi? Donc ces droits ont été bafoués de façon générale. Beaucoup de Burkinabés surtout en milieu rural, sont marginalisés et déconnectés de la nation et de l'État. C'est pourquoi il faut une réorganisation du territoire et la reconstruction de l'État. Parce que la présence de l'État là, ce n'est pas seulement envoyer des gendarmes, des policiers ou envoyer des militaires stationnés dans un village, dans un espace, ce n'est pas ça. La présence de l'État, c'est les services sociaux aussi. C'est les services sociaux également, l'accès à tous ces services sociaux que nous venons d'énumérer, l'éducation, la santé, les routes, l'éclairage. Mais c'est ça. C'est comme ça que vous sentez que vous êtes dans un État et vous êtes lié et que votre destin est lié à un État. Il y a beaucoup d'analystes qui ont évoqué effectivement cette absence de services sociaux dans certaines localités qui justifierait la montée de l'insécurité, du terrorisme, parce qu'il s'agit donc de populations pratiquement délaissées qui deviennent facilement une proie pour les groupes terroristes. Bien entendu. Parce qu'il y a cette absence donc de l'État. C'est cette analyse fondamentale qui fait que il ne faut pas penser que le tout militaire peut régler la question du terrorisme, parce qu'il y a une question de répartition et de contrôle des ressources naturelles. Et justement, le problème, regardez, on fait la campagne pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'entente entre les FDS et les populations. Normalement, dans un État normal, il n'y a pas à faire une campagne pour qu'il y ait une entente. Ça veut dire que les populations même ne reconnaissent pas leur FDS comme étant les défenseurs et les protecteurs de la nation et du territoire, mais ils les reconnaissent comme des forces d'occupation dans leur propre territoire. Pourquoi ça peut être comme ça? Mais justement, c'est le fonctionnement de l'ancien État, qui est un État prêté du type néocolonialiste, dont le but était de surveiller et de monopoliser des ressources pour ramener à une destination extérieure. Mais nous avons plus d'autres indépendances, même si elles sont formelles. Normalement, l'État doit être reconstruit sur la gestion du bien public en direction maintenant de la population. Mais est-ce que cela malheureusement, l'élite politique qui est là, elle a toujours une mentalité néocoloniale qui consiste à monopoliser. Mais attendez, ça ne peut pas tenir. Alors, contrairement à ce que vous dites, il semble que cela a été compris, puisqu'on a mis en place le programme d'urgence pour le Sahel, qui devrait donc réaliser des infrastructures dans des localités reculées du Burkina, en proie également au terrorisme. Est-ce que ce n'était pas un début de solution, même si aujourd'hui on n'a pas le bilan de ce programme d'urgence pour le Sahel, qui a donc été présenté avec beaucoup de milliards de francs CFA, environ 400 milliards. Justement. D'abord, le bilan de ces genres d'opérations-là, je pense que ça laisse à désirer. Il y a eu changement de régime, on vous dira. Il y a eu changement de régime, mais où sont les manifestations de ce programme d'urgence sur le terrain? Ça aboutit à quoi concrètement? Ça, c'est un. Mais deuxièmement, comme vous le dites vous-même, c'est de l'urgence. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation humanitaire où les politiques maintenant rafistolent avec des partenaires et autres là rapidement, des programmes pour descendre sur le terrain. Et je vous dis généralement, l'effet de ce type de réaction-là, ça ne peut pas dépasser 15 à 20%. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'il faut des politiques structurelles et structurantes sur la question. Et c'est ce que l'État doit prendre en compte. C'est pourquoi vous voyez, nous allons jusqu'à parler de la réorganisation du territoire. Quand on met réorganisation du territoire, ce n'est pas un terme banal. Il y a la géographie, mais il y a les communautés, il y a les intérêts, il y a la viabilité de zones et il y a effectivement les valeurs républicaine, l'appartenance, il y a tout ça qui rentre dans la réorganisation. Ça veut dire qu'en un mot, vous voyez bien qu'il faut une refondation de l'État burkinabé. De façon profonde. Et de façon profonde. Et c'est tout ça qui sont les défis qui nous attendent. Et à chaque fois qu'on traîne, on le nie et on le contourne, on se retrouve en face de et ça nous rattrape toujours. Alors, on va parler encore de transition au Burkina. Je voudrais que l'on évoque donc rapidement les organes de transition, en commençant par le gouvernement qui a été mis en place, puisque le Premier ministre, le Dr Albert Ouedraogo, a été donc désigné. Il a formé son gouvernement de 25 membres. Alors, quelle est votre appréciation d'ensemble sur la composition de ce gouvernement? D'abord, le nombre 25, est-ce que ça vous convient? Ensuite, les personnes appelées. 25, c'est une bonne réduction. À mon avis, déjà la transition passée était une référence en termes de chiffres, puisque c'était 25. Et je crois que dans les projets de constitution de 5e République, il était mentionné aussi de ne pas dépasser 25 ministres dans un pays comme le Burkina Faso.
certains acteurs même parlaient de 20 ministres en tant que tel. Donc, c'est pour dire que de 20 à 25, je pense que, bon, c'est gérable. Maintenant, du point de vue maintenant des acteurs, qui sont ceux-là qui ont été appelés au gouvernement? C'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs discrets, en commençant par le Premier ministre lui-même qui est pratiquement méconnu de la population. Mais au regard quand même de son parcours de gestionnaire, bon, il a eu un parcours militant, même si ça n'a pas été beaucoup mis en avant. Je pense que si on y met la conviction et le volet technique, et avec l'apport d'un certain nombre d'autres acteurs à l'intérieur, bon, l'équipe peut véritablement tirer les choses vers le haut. Encore que, je crois que dans la vision actuelle, c'est de ne pas aussi faire trop d'agitation au plan politique. Donc, ce gouvernement quand même aura pour mission de gérer les aspects, bon, je dirais liés aux réformes en tant que telles de nos institutions. Et je crois qu'ils sont aidés par quelque chose aussi qui est là. C'est quand même l'agenda qui a été offert par la commission technique qui quand même donne un minimum de canevas. Moi, j'ai regardé l'agenda, c'est bien, mais je pense qu'on peut le raffermir, on peut l'améliorer à certains points que eux-mêmes, dans leur création et dans leur capacité de mise en œuvre là, ils doivent faire l'effort à ce niveau pour pouvoir le faire. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Et encore, je me dis, il y a normalement, bon, la durée théorique, c'est 3 ans. Donc, ce gouvernement peut permettre aussi, bon, de voir en quelques mois à une année, voilà, quelle est, j'allais dire, l'adaptabilité, l'efficacité ou le jeu que ce gouvernement peut faire par rapport aux enjeux actuels. Bon, globalement, c'est ce que je peux dire. Sinon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'acteurs que je connais au niveau du commerce, au niveau de la fonction publique, le Premier ministère lui-même. Bon, globalement, c'est des acteurs quand même, pour ceux qui sont des observateurs avertis, connaissent quand même. Donc le casting est bon d'après vous? Le casting du Premier ministre est bon? Oui, bon, moi je dirais que pour l'instant, je ne les vois pas sur le terrain en tant que tel. Justement, c'est la question que j'allais poser. Beaucoup de gens estiment quand même que c'est un moteur qui démarre très lentement parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions du gouvernement sur le terrain. Les conseils des ministres se tiennent pratiquement chaque 2 semaines alors que nous sommes en situation d'urgence. Beaucoup de gens s'attendaient à voir tous les ministres prendre d'assaut le territoire pour des actions, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, même si tous les départements ministériels n'y sont pas directement concernés. Voilà. Est-ce que vous avez ce sentiment? J'ose espérer qu'ils sont dans une phase conceptuelle et d'organisation. J'ose espérer. Ça prend du temps, ça dure depuis un mois. Mais il y a même autre chose qui manque, c'est la communication de leurs actions et autres. Je crois qu'ils doivent être plus, j'allais dire, communicationnels. Et je crois aussi qu'il y a certaines choses, à mon avis, dans ce pays, qui ne doivent pas relever véritablement aussi de très, très, très longues réflexions. Voilà, il y a des questions pragmatiques qui sont posées et qui peuvent être prises tout de suite. Vous voyez, je ne voudrais pas être celui qui pose les questions, mais en général, dans un certain nombre de pays, quand un président arrive là, on lui pose la question, quelle sera votre première mesure? La priorité. Donc je crois que quand même, de ce point de vue, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense par exemple, aujourd'hui là, les frais scolaires. Oui, il y a longtemps, il faut, ça ce n'est pas que vous réformez ou quoi, non. Il y a une réglementation qu'il faut rappeler qu'il y a des marges à ne pas dépasser. Moi, c'est pour que, par exemple, on évite la spéculation dans le milieu, qu'on sorte une note pour dire, à partir de la rentrée prochaine, il faut plafonner les voilà qu'il faut plafonner entre la 6e et la 3e, entre la 3e, la seconde et la terminale. Voilà. Même dans le privé. Hein? Même dans le privé, c'est surtout le privé. Sinon, dans les établissements publics, les choses sont... Mais c'est surtout le privé où les gens sont grugés. Pratiquement, tout comme dans le domaine du logement, c'est la même spéculation des prix, alors qu'il y a des règles à prendre. Mais il y a quand même, dans le domaine du logement, il y a une loi qui a été prise, mais qui n'est pas active. Une loi même qui est très pertinente. La loi sur le bail locatif. Mais oui, qui plafonne, qui limite les spéculations et qui, en réalité, là, permet, sur la base d'une grille et d'un canevas, en fonction des standings, de fixer les prix. Ça, on n'a pas besoin d'aller... Par exemple, j'ai vu le ministre du Commerce qui est sorti pour regarder les prix, je crois, ça c'est des régulations. Même en matière de circulation routière, je peux vous dire que moi, je pense qu'il y a des mesures sèches qu'on peut prendre pour que les gens sachent
dans ce genre de tournant-là qu'il y a certains comportements qu'on ne peut plus faire. Voilà, ça par exemple, on n'a pas besoin de l'agenda ou d'un travail de réflexion d'une commission. Non, ça c'est des choses, je crois que normalement, en moins de quelques jours, quand on sort, on peut quand même énumérer. Et j'espère que ça va pouvoir venir avec notre appel qui est en train de se faire. D'accord, nous espérons donc avec vous. Alors, je voudrais que l'on parle à présent de l'organe législatif de la transition, notamment l'Assemblée législative de transition, qui a été donc mise en place également avec ses 71 députés. Alors, comment est-ce que vous appréciez effectivement la composition de cet organe ? 71 députés qui vont donc siéger pendant les 3 années. Bon, le nombre, il n'y a aucun problème. Mais la composition, quand même, moi, je trouve quand même qu'il y a des déséquilibres. Il y a des choses à redire. Et le degré de représentativité, parce que c'est ça qui est important. Ah oui. Bon, la représentativité, dans le cadre qui était défini, je voyais que ça allait être bien, parce que quand on dit dans les régions, des gens viendront, donc au niveau régional, et que maintenant, au niveau des forces sociaux, politiques et professionnelles, à savoir les politiques, les OSC et les différents secteurs d'activité, normalement, une bonne... Et l'armée, bien sûr, bien composée, ça devrait donner un équilibre. Sauf que, moi, je pense que il y a quand même beaucoup d'acteurs animateurs de la scène politique au niveau des OSC que je ne vois pas, qui sont quand même des grandes organisations contributives. Il faut trouver un moyen pour que ceux-là puissent sécréter leur savoir-faire, leur expérience dans les différents organes. Il faut trouver un moyen. Moi, je crois qu'il faut rattraper ça. Deuxièmement, il y a la catégorisation des partis politiques en ex-majorité, ex-CFOP, autres, qui en réalité n'a pas un fond véritable. Dans autres, on met quoi? Et donc, du coup, ça peut amener à recomposer un ancien système. Et je crois que c'est ce que les gens ont vu. Quand vous dites ex-majorité, ça veut dire que c'est des gens de l'ex-majorité qui vont venir. Absolument. Si vous dites ex-opposition, ça veut dire de l'ex-opposition qui vont venir. En quoi la rupture va se sentir dans ce cas de figure? Donc, je trouve que là, on fait même base sur certaines forces politiques qui, à mon avis, sont les forces véritablement de changement de qualité et de relève. Et je crois que pendant les périodes de transition, ce sont ces forces-là qui doivent être mises en avant pour produire leurs idées. Mais si vous allez dans une transformation qualitative et de renouvellement, en mettant en arrière les forces de renouvellement, alors là, vous risquez de renvoyer sur la scène. D'accord. Voilà. Donc, je crois que vous voyez, ça se ressent. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité de faire le travail parlementaire? Bon, je ne sais pas trop. Ça, c'est une grosse question. Alors, je voudrais que l'on fasse la comparaison de cette Assemblée législative de transition avec le Conseil national de transition de 2015 dont vous étiez membre. Alors, quelles sont les similitudes ou les différences qui sautent à l'œil d'après vous, vous qui avez été donc témoin direct du CNT de 2015? Non, en fait, il faut dire que la représentativité était, je crois, au CNT là, beaucoup plus large, plus renforcée que maintenant. Voilà. Et je peux dire qu'il y avait beaucoup d'acteurs quand même de qualité avertis, même s'il y a d'autres personnes qui par l'agitation du mouvement, parce qu'il y avait des mouvements spécifiques qui sont rentrés, mais il y avait beaucoup d'acteurs clés qui connaissaient vraiment le terrain. Le travail parlementaire? Le travail parlementaire, par exemple. Par exemple, on avait des anciens parlementaires. Tous les partis politiques étaient représentés. Absolument, on se souvient. Chacun des partis politiques avait un représentant. Ça a été l'occasion même pour les partis qui, depuis 1990 de l'ouverture démocratique, n'ont jamais pu participer à un travail parlementaire, de participer. Donc, vous voyez, quelque part, ça a ouvert une autre forme de la démocratie. Bon, bien entendu, je dirais au niveau des OSC aussi, il y a eu une grande participation de beaucoup d'acteurs. Moi, je vois qu'il y a des acteurs comme le monde... bon, c'est vrai que j'ai vu qu'au niveau de la liste du président, il a été rattrapé. Mais sinon, à l'époque au CNT, vous avez le monde paysan, vous avez les gens qui venaient du monde de la recherche, de la presse, des différents secteurs comme les mouvements spécifiques, les gens qui venaient de mouvements comme le mouvement des droits humains ou bien démocratie et civisme. Vous avez même des personnes qui venaient avec un handicapé moteur, les personnes qui représentent les personnes vulnérables ou handicapés moteurs. On avait tous ces caucus-là qui étaient représentés au sein du Parlement. Bon, ce n'était pas quand même mal comme, en tout cas, forme, parce que quand même, c'est vrai, il y avait les militaires qui étaient représentés, les nombres et les proportions, mais quelque part, moi je dis, nous avons là des modèles d'institutions qui sont en train de naître, auxquels les gens des sciences politiques, les sociologues, ils doivent pouvoir
analyser et produire des recherches et voir l'efficacité de ce type d'institution-là. Et le CNT était très jeune aussi, hein, parce que la plus jeune du Parlement avait 22 ans. Oui. Vous voyez? Donc, en une année, l'ordre du travail, je dis c'était beaucoup comme travail, mais c'est parce que aussi c'était des jeunes, des gens qui étaient un peu plus jeunes et plus athlétiques et capables de supporter une charge de travail. C'était débordant d'énergie. Quelque part, dans l'opinion publique, hein, il nous est revenu effectivement que parmi les membres du CNT, il y avait très peu qui travaillaient réellement. Les autres donc ne venaient faire que de la figuration et puis se retrouver à la caisse. Est-ce que vous confirmez? Non, ça c'est la discipline en fait dans l'organisation du travail. Oui. Il est vrai que à un moment donné, on a senti une déperdition de certains acteurs. Tout à fait. Et puis bon, dès l'arrivée aussi, comme je l'ai dit, au niveau des mouvements spécifiques, dans une foulée, il n'a pas été facile de contrôler l'arrivée de certaines forces au sein de la transition. Cependant, sur les 90, je peux vous dire que les 50 là ont été véritablement une feuille de lance du travail et qui a produit. Voilà. Et les autres, quoique, ils ont pu bénéficier parce que ne serait-ce que les débats, les travaux de commission, ce que ça produisait, grosso modo, les uns et les autres ont quand même pu... Voilà. D'accord. Alors, nous sommes vraiment pris par le temps. C'est pratiquement terminé pour cette émission. Je voudrais que l'on termine avec le bilan que l'on peut dresser rapidement du CNT 2015 en termes de production législative. Je crois savoir que vous avez mis en place une structure pour le suivi donc, de l'ensemble de ces lois. Et il nous revient aussi qu'en une année, la transition de 2015 a battu donc des records en termes de production législative. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est la production législative la plus importante jusque-là. En termes de quantité ou de qualité des textes? De nombre et de qualité. Et surtout d'enjeu des textes votés. Et qu'est-ce qui retient votre attention parmi les textes votés? Non, déjà, la loi numéro 04 CNT 2015 portant, voilà, prévention de la corruption. Et la répression de la corruption au Burkina Faso. Cette loi-là. Qui a conduit à la mise en place de l'ASE. Mais de l'ASE et qui, en fait, les deux constituent le dispositif de l'opération main propre au Burkina Faso. La déclaration des biens, les délits d'apparence. C'est-à-dire que si vous avez des biens en tant qu'agent public qui dépassent véritablement vos revenus, vous devez répondre devant quand même un procureur. Et si vous êtes incriminé, mais vous avez, il pèse l'emprisonnement, le remboursement, on retire le bien avec des peines que vous allez faire. Mais justement, ça c'est une loi, si elle était mise en œuvre, c'était l'opération main propre. Ça suppose qu'elle n'est pas mise en œuvre selon vous? Justement, c'est des lois qui ont souffert. Mais il y a quand même eu des victimes de cette loi. On peut prendre Jean-Claude Bouda. Oui, c'est venu. Je crois que c'est sur la base de cette loi qu'il a été donc interpellé. Justement, mais vous voyez, pour mettre en œuvre le décret d'application, ça traînait. Et ce n'était pas la seule loi. J'ai cité même la SELC qui est devenue une police économique capable même d'interpeller et d'interner des gens même d'abord pour les vérifications. Parce que mais qui attend les décrets d'application toujours. Mais là, le décret d'application est là. Mais le problème de l'ASE, c'est que le budget n'a pas suivi. Donc, il ne pouvait pas atteindre le domaine en fait, d'exécution de l'art. Et puis, dans l'ASE, dans la loi, je vais dire, anticorruption, il y a un certain nombre de gens il y a les ministres, les députés, mais il y a tous les chefs d'institutions du Burkina Faso, le DG de la douane, le DG de la Sonabi, toutes les sociétés d'État et les fonds gérés par l'État. Tous ceux-là, ils doivent déclarer leurs biens. Mais je vois qu'apparemment, les gens ne voient que les ministres et peut-être les députés et le président. Il faut voir tous ceux-là qui sont des personnes par lesquelles beaucoup d'argent circule. Et tout le monde sait que quand on regarde ce que les journaux d'investigation publient là, regardez plus, ça vient de quel secteur. Donc, je pense qu'il faut opérationnaliser. C'est pourquoi pour moi, cette transition, c'est l'occasion de pouvoir capitaliser l'ensemble aussi, parce qu'il ne faut pas en dire que comme c'était une autre transition et que ce n'est pas la nôtre là, il faut laisser leur loi à eux. Non, il faut capitaliser. Il faut capitaliser parce que c'est quand même une continuité de l'histoire de notre pays et c'est une contribution qu'il faut prendre en compte. Le bail locatif sur le logement, on en a parlé. Le code minier qui a complètement révolutionné même les modèles de code minier dans toute la sous-région. Et donc, beaucoup s'en servent aujourd'hui avec ce qu'on appelle le contenu local, le fonds de développement local, qui permet aux gens quand même de tirer quelque chose. Bon, en fait, je pense qu'il y a tellement d'éléments, même au niveau du CSM, la déconnexion du Conseil supérieur de la magistrature, de la présidence du Faso, pour consacrer une certaine indépendance, ne serait-ce qu'institutionnelle, du juge.
C'est quand même important. Oui. Et ça a eu des effets, en fait, dans le fonctionnement actuel quand même de la justice. Certaines interpellations étaient possibles grâce à certaines époques. Effectivement. Donc, c'est des éléments, à mon avis, on ne peut pas dire qu'il n'y a véritablement pas eu... même au niveau de la presse, n'oublions pas, toutes les 3 lois sur la dépénalisation, même si on dit c'est partiel, mais on ne peut plus, pour son opinion, dans le cadre de son travail, mettre en prison les journalistes. D'accord. Mais ça, c'est l'histoire même de l'insurrection qui amène ça. Absolument. Voilà. Donc, il y a tellement j'allais dire, d'acquis qui sont là. Et puis, même les gens oublient une chose. Même les routes. Moi, j'ai vu que les gens étaient en train de donner la réalisation des routes à un régime qui venait d'arriver, qui a fait... Non, ça fait plus de 11 projets routiers ratifiés sous le CNT qui doivent permettre la mobilité. D'ailleurs, même, ils n'ont pas pu mettre en place tous les projets routiers. Mais il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup et de très longues distances. Mais c'est un travail amont. Donc bon, des gens en arrivant au pouvoir ont dû profiter. Mais merci beaucoup, il y a eu trop d'acquis quand même qu'il faut capitaliser. David Moyenga, on ne pourra pas donc terminer tous ces acquis de la transition. On va s'offrir d'autres occasions pour essayer donc d'en parler. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci d'être venu sur ce plateau de l'émission Franc Parler. Ok, vraiment merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission Franc Parler qui arrive ainsi à sa fin. Je rappelle que notre invité de la semaine était M. David Moyenga. Il est ingénieur en eau, il est enseignant en écotoxicologie, ancien député de la transition de 2015. Il est le président du Socle citoyen pour la libération. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de LCA Télévision. Au revoir.